Et bonjour, nous sommes donc le mardi 26 mars. Nous serons ensemble jusqu'à 14 heures aujourd'hui. Nous allons recevoir Madame Willem Saha, donc, qui est directrice des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation, du tourisme de la ville de Pointe-à-Pitre, qui est déjà sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Voilà, on parlera avec elle d'une manifestation en l'honneur de Maryse Condé, donc, qui a lieu aujourd'hui sur la ville de Pointe-à-Pitre. Avec Caroline Labise, artiste photographe, on parlera de son exposition actuelle Ma thérapie en Guadeloupe au restaurant Enoqué, donc sur Jarry. Et avec Barbara Montpierre, notre chroniqueuse, il s'agira de se déconnecter pour gagner en confiance. Voilà pour nos invités. Au niveau de l'actualité, il s'agira de parler de la fin de la visite ministérielle, donc ministre du Transport, qui a pu rencontrer les compagnies aériennes. Donc on fera un point à ce sujet. Il sera aussi question de la levée de l'interdiction d'exercer du maître Charles Nicolas, donc une interview voilà, liée à sa reprise d'activité. Et avec la CNBT, on parlera de la distribution de tablettes numériques pour les jeunes de Sainte-Rose. Voilà, donc ça, ce sera pour l'actualité. On va développer le premier sujet qui est donc la fin de la visite du ministre des Transports qui a pu rencontrer les compagnies aériennes. C'était l'occasion d'échanger donc sur les dessertes inter-îles, de parler de l'aide à la continuité territoriale, de comment améliorer les prix, les transports aériens. On voit un reportage de Charlie Dagonia. Bonjour, vous allez bien? Directeur, bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. On a eu effectivement un premier échange avec notamment les représentants des compagnies aériennes basées ici en Guadeloupe et au niveau des Caraïbes. Ça a été un échange intéressant parce qu'ils ont mis sur la table effectivement les coûts en très forte augmentation. Coûts de carburant, coûts liés aussi à l'approvisionnement des pièces qui, depuis le Covid, constituent une vraie difficulté. Et c'est pas la première fois que je l'entends puisqu'on a les mêmes difficultés dans le ferroviaire au niveau de l'Hexagone aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de difficultés qui ont été soulevées et qui justifient effectivement ces augmentations de coûts aujourd'hui et ces augmentations de prix. Je leur ai dit à la fin qu'évidemment on serait attentif à tous les efforts. Ils m'ont quelque part aussi un peu rassuré sur le fait qu'on avait sans doute atteint le pic pendant un certain temps. Mais en tout cas, j'aurai l'occasion de discuter avec ces compagnies aériennes à l'échelle de l'Hexagone dans les tout prochains jours pour voir comment on peut approfondir cette discussion qui ne fait que commencer. Mais en tout cas, ce n'est pas une solution qui sera facile à trouver. Et je répète que l'État a déjà répondu, puisque c'est vrai que l'aide à la continuité territoriale a déjà augmenté fortement. On a élargi les publics, on a notamment ciblé particulièrement les étudiants. Donc il y a déjà eu une première aide de l'État, une première réponse de l'État. Maintenant, on va voir si les compagnies peuvent nous aider, au-delà évidemment du surcoût que tout constitue, enfin que tous les éléments qui m'ont expliqué constituent pour eux. Des échanges sur la desserte inter-îles, évidemment. Le développement de la plateforme Pointe-à-Pitre, très importante, puisque à pas mal d'horaires, la plateforme est débordée. Donc l'impériosité d'améliorer l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Les tarifs, les prix inter-îles, évidemment, puisqu'il a été abordé depuis la Guyane jusqu'à la Martinique, Guadeloupe et Saint-Martin par tout le monde sur les tarifs inter-îles. Et donc on a eu des échanges et il nous a demandé d'expliquer, nous, compagnies aériennes, le pourquoi du comment des tarifs. Alors, ce qui est très clair, c'est que de toute façon, on ne retrouvera pas les prix de 2022, on ne retrouvera pas les prix d'avant-crise Covid. On n'est plus du tout dans la même situation. Mais on le voit, l'inflation s'est retrouvée partout. Donc, de toute façon, on ne retrouvera pas ces prix-là. Mais c'est vrai pour tout, de toute manière. Donc, là-dessus, c'est est-ce que des gestes peuvent être opérés par ces compagnies? Est-ce que demain, on peut trouver des solutions pour peut-être alléger un certain nombre d'éléments de coût? Ça sera le travail que je vais faire en revenant à Paris.
Voilà, il est à noter donc la visite du ministre s'est poursuivie par la visite du port à Jarry. Il en a profité justement pour lancer des travaux de modernisation du terminal de Jarry. Je pense qu'on reviendra sur cette actualité par la suite. Parlons maintenant de la levée de l'interdiction d'exercer du maître Charles Nicolas. Donc en date de l'arrêt du 20 mars, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt de prolongation de suspension et donc Charles Nicolas qui demeure mis en examen pour abus de confiance mais présumé innocent peut reprendre son activité. On voit un reportage d'Olivier Félix. Je peux vous dire que c'est quelque chose qui pour moi m'étreint aujourd'hui parce que je reprends mon activité avec toute la défense que doit avoir quelqu'un qui est poursuivi en justice pour des faits qui l'y ont amené. Donc c'est une joie de revenir devant cette juridiction d'assises et c'est surtout une grande joie aussi pour mes clients de savoir que mon cabinet est à nouveau à leur disposition totalement pour pouvoir régler leurs problèmes dans le cadre des procédures dans lesquelles j'interviens, à savoir l'indemnisation des victimes lorsque celles-ci me saisissent. La Cour de cassation a rendu 2 arrêts. Le premier, c'est un arrêt sur les perquisitions qui ont été faites au cabinet du bâtonnier Nicolas, que nous avions critiqué parce que nous estimions qu'il devait être à ce moment-là assisté d'un avocat au moment où les contestations sur la saisie ont été présentées devant le JLD. On nous a dit qu'il avait moins de droits que les autres et il n'avait pas le droit d'être assisté d'un avocat. Et la Cour de cassation vient de rendre un arrêt en disant que du point de vue des principes généraux, toute personne a droit à un avocat et même s'il est avocat, il a aussi droit à un avocat. Le deuxième arrêt, c'est un arrêt du 20 mars qui fait le point sur la procédure lorsqu'un avocat est concerné. Et cet arrêt est un arrêt extrêmement important parce qu'il dit 3 choses. La première, c'est que le Conseil de l'ordre n'est pas partie lorsqu'il est questionné par un juge d'instruction pour savoir s'il faut placer un avocat en situation de non-exercice de sa profession. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'en réalité, la décision qui est prise est une décision qui est immédiatement exécutoire dès lors qu'elle est sollicitée par le juge d'instruction lorsqu'on doit placer un avocat en situation lorsque l'avocat se trouve en situation de contrôle judiciaire. La Cour d'appel de Basse-Terre avait considéré que, dans le cadre d'un premier texte, que c'était ce texte-là qui était applicable et que, par conséquent, la décision qui avait été frappée d'appel, l'appel était suspensif et que, par conséquent, la suspension du bâtonnier Nicolas courait à compter de la décision rendue par la Cour d'appel sur l'appel qu'il avait formé. Et la Cour de cassation dit 2 choses. Premièrement, la Cour d'appel s'est trompée par une application inexacte du premier texte. Et deuxième chose, elle s'est une deuxième fois trompée par refus d'application du texte qui est réellement applicable à la circonstance. Et pour ces 3 motifs, c'est quelque chose d'exceptionnel. On ne voit pas ça souvent dans les arrêts de cassation. Pour 3 motifs, l'arrêt a été cassé. Ce qui fait que le bâtonnier Nicolas, ayant déjà exécuté la totalité des 6 premiers mois pour lesquels on l'avait placé en situation de non-exercice dans le cadre du contrôle judiciaire, dès que l'arrêt de la cassation a été rendu, il reprenait immédiatement ses fonctions et que par conséquent, c'est pour ça que vous le voyez là aujourd'hui. Voilà, donc maintenant on va pouvoir enchaîner avec notre première invitée, donc, qui est William Saha, directrice des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation et du tourisme de la ville de Pointe-à-Pitre. Elle vient nous parler de cette journée culturelle donc, qui a lieu aujourd'hui, dédiée à l'écrivaine guadeloupéenne Maryse Condé, donc la pointoise engagée. Donc un programme qui a commencé dès 8h30 avec différents ateliers. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'objectif principal de cette journée? Alors l'idée, c'est vraiment de rendre l'œuvre de cette grande écrivaine accessible à tous. Donc on a sous différentes formes.
Donc, du coup, effectivement, ça a commencé dès ce matin avec des élèves de Léon Fex qu'on a accueillis, à qui on a lu des textes de Maryse Condé. Et à partir de cela, ils font des activités manuelles, donc en lien avec les textes qu'ils ont lus ce matin. Et cet après-midi, puisqu'on a les classes aussi cet après-midi. Et les parents sont invités. Ce sont de l'art plastique qu'ils font avec une collaboratrice, notre adjointe d'animation. Et donc, du coup, dans ce cadre-là, cet après-midi, leurs parents seront invités à venir voir les productions des élèves. Cet après-midi, à 14h30, place aux collégiens, puisque Maryse Condé a été scolarisée à Michelet. Donc, du coup, avec le documentaliste du Collège Michelet, nous avons travaillé depuis trois semaines, avec un groupe de collégiens sur, pareil, des textes de livres de Maryse Condé. Et il y aura donc une déambulation littéraire à travers les rues de Pointe-à-Pitre. On a coutume de le faire. On a fait il y a 2 semaines une déambulation littéraire autour des romans d'Ernest Pépin. On a déjà fait autour de Maryse Condé. Mais là, la nouveauté, c'est vraiment que c'est des élèves qui vont faire ces lectures à voix haute. Et à chaque point d'arrêt, puisqu'on a à peu près 9 points d'arrêt, il y aura des éclairages sur le patrimoine de Pointe-à-Pitre avec nos guides conférenciers qui vont donner un petit peu revoir un peu, parce que Maryse Condé parle beaucoup de Pointe-à-Pitre dans ses textes. Donc, c'est contextualiser et dire, c'est quoi l'histoire de tel quartier avec les guides conférenciers. Donc, l'idée, c'est de contribuer à une transmission à la fois pour les jeunes et les un peu moins jeunes. Après, je sais qu'il y a d'autres choses que vous allez proposer. Donc, c'est un choix particulier d'avoir fait ces ateliers à la fois artistiques, d'avoir une approche artistique auprès des élèves. C'est ça, parce qu'on se rend bien compte que même si l'écrivaine a écrit des romans qui sont accessibles aux enfants, c'est pas... Les enfants ont perdu cette habitude de lire. Donc, c'est leur faire redécouvrir toute l'auteur autrement, donc par l'art plastique. Pareil, les collégiens, c'est la même chose. Quand le prof de français leur donne un livre à lire, ils ont du mal à se mettre dedans. Donc là, le côté lecture à voix haute, ça donne en mode déambulation, parce qu'il y aura aussi, j'ai oublié de le dire, une danseuse qui va les accompagner. Et donc, ils vont découvrir qu'on peut danser sur des mots et pas que sur de la musique. Donc, c'est une expérience un peu immersive à la fois corps et esprit, c'est ça? Exactement. Et à la fin de leur déambulation, on va arriver devant la maison natale, la maison de naissance de Maryse Condé, et on va donc inaugurer une plaque pour que tout un chacun sache que c'est là que Maryse Condé, cette écrivaine, est née. Et pourquoi c'est important justement d'apposer cette plaque commémorative? Alors, Pointe-à-Pitre, c'est une ville d'art et d'histoire. Alors, donc il y a beaucoup de touristes qui sillonnent, des croisiéristes. Et donc, c'est important. Maryse Condé est de renommée internationale. Donc, le touriste qui passe dans cette rue doit savoir que oui, c'est... Parce que la plaque se trouve sur le cabine. La maison natale se trouve là où il y a le docteur Larifla. La population et le touriste doivent savoir que, oui, c'est là que Maryse Condé est née. Donc, on a eu l'accord du docteur Larifla pour pouvoir poser et inaugurer cette plaque qui symbolise la naissance de Maryse Condé. Et puis, bien entendu, nos guides conférenciers ont déjà intégré dans nos visites guidées cet espace-là. Donc, il s'agit vraiment de le matérialiser pour tout un chacun. D'accord. Justement, c'est un message que vous voulez envoyer d'honorer en fait nos artistes et de les célébrer comme il se doit. Exactement, et de surtout les célébrer de leur vivant. Maryse Condé a une santé fragile. Février, c'était son anniversaire. Nous avions en février 2023 inauguré l'espace Casa Condé qui se trouve au premier étage du pavillon de la ville parce que la ville tenait à rentrer de plein fouet dans l'année Condé, puisque le département annonçait que c'était l'année Condé, la région également. Donc, on avait lancé ça dès le 12 février 2023. Et là, j'ai envie de dire, on continue avec des opérations de transmission, puisque oui, c'était une volonté politique que d'installer la Casa Condé au pavillon de la ville, donc au premier étage du pavillon de la ville. Donc, ils ont un espace où les gens pourront consulter le fonds Condé qui sera mis à disposition par le département à la ville de Pointe-à-Pitre, que puissent s'y tenir des manifestations autour de son œuvre, des manifestations pour des étudiants également. Mais la ville avait envie, notamment son service culturel, de transmettre. Et justement, donc, il y a une conférence qui sera animée par Odile Hameau aujourd'hui. Donc, c'est à
Rappelez-moi l'heure, 17h30. Donc le thème c'est le cœur à rire et à pleurer ou la vérité du conte. Exactement. On peut avoir un peu plus il faut venir il faut vraiment venir. C'est vraiment Odile Lameau, bon, tout le monde la connaît, hein, professeur à l'UAG, je ne cite même pas tous ses titres, mais vraiment c'est une autre manière de voir ce roman. Donc j'invite vraiment tout le monde à venir à cette conférence tout public. Et l'idée pour nous, j'ai envie de dire en poursuivant notre journée d'hommage à Maryse Condé avec Odile Lameau, c'est d'ouvrir aussi au tout public. On a vu les primaires, on a vu l'après-midi les collégiens, et là c'est vraiment une conférence tout public qui sera animée par Odile Lameau. Quelles sont vos aspirations en ville de Pointe-à-Pitre en matière de culture et patrimoine littéraire pour la ville de Pointe-à-Pitre? Alors, c'est continuer à promouvoir la littérature guadeloupéenne et singulièrement et caribéenne. Mais aussi, cette année, on est vraiment en train de travailler sur la jeunesse. On a une jeunesse qui est souvent point à la délinquance, une jeunesse qui se déconnecte des livres. Donc, tout notre programme de ma direction, des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation et du tourisme, est beaucoup axé sur la jeunesse. D'ailleurs, on s'associera à la région sur le Salon du Livre pour vraiment proposer un Salon du Livre dédié aux jeunes. Comment réconcilier les jeunes avec la lecture, comment prendre en charge et intéresser les jeunes qui souffrent de toutes sortes de problèmes, les dyslexiques, ces choses comme ça. Comment déconnecter un peu les ados des écrans en créant un club ado à la médiathèque pour leur faire voir les écrans autrement. Les écrans peuvent être un support de lecture aussi. Donc, on est vraiment dans cette dynamique de promotion de la lecture, ciblée jeunes, mais promotion de nos auteurs guadeloupéens et s'ouvrir aussi à d'autres auteurs de l'extérieur, notamment ceux qui écrivent pour les jeunes. Donc, j'ai vu qu'il y a une mise en lecture et en texte donc pour clôturer cette journée avec le groupe Contact. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu comment ça va se dérouler cette mise en lecture? Alors, en fait, l'idée, c'est que Maryse Condé, tout le monde connaît l'écrivaine, tout le monde connaît les prix qu'elle a reçus, mais elle a été mise à l'honneur par le groupe Contact cette année. Alors, c'est quand même rare de voir un groupe de carnaval qui pour son thème du Dimanche Gras, met Maryse Condé à l'honneur. Et la Casa Condé avait tenu à remercier Contact de cette initiative parce que c'est voir Maryse Condé finalement autrement, parce que sous l'alias populaire carnavalesque, c'est continuer à valoriser son œuvre. Donc du coup, il est important pour nous de faire une petite rétrospective de ça, montrer ce costume du Dimanche Gras qu'avait mis Maryse Condé à l'honneur, permettre aussi à la Casa Condé, du coup, dans le cadre de cette manifestation, de remercier le groupe Contact de cette mise à l'honneur de l'écrivaine. Et puis on terminera la soirée par, on a commencé par de l'artiste et on terminera avec José et Joël Gernidier et leurs élèves qui vont déclamer des textes en musique de Maryse Condé. D'accord, donc encore une belle programmation pour l'après-midi dès 14h30, donc la déambulation. On peut quand même parler rapidement des incendies qu'il y a eu sur Pointe-à-Pitre. Ça ne va pas impacter, j'imagine Non, ça n'impacte pas le circuit. Alors oui, c'est vrai que ces incendies sont malheureux. Pointe-à-Pitre est là depuis quelques temps la poix des flammes. Après, c'est un petit peu... nous avons des bâtisses qui sont anciennes. Pour cause d'indivision, certaines sont inhabitées, donc des fois squattées. Donc, du coup, ça génère cette insécurité. Mais tous les moyens, on les met en œuvre pour pouvoir rapidement canaliser les choses. Hier, on a eu une réunion en mairie avec différentes forces de l'ordre pour voir comment est-ce qu'on règle les problèmes de sécurité à Pointe-à-Pitre. Mais Pointe-à-Pitre reste une ville d'art et d'histoire, de patrimoine, et qui continue de vivre grâce à son patrimoine et à développer, à promouvoir ce patrimoine. D'accord, donc une belle manifestation toute la journée jusqu'à 19h et plus, puisque la mise en lecture commence à 19h15. Donc, tout ça se déroule donc au pavillon. Alors, au pavillon de la ville, mais j'invite d'ores et déjà ceux qui veulent participer à la déambulation littéraire. C'est vraiment original. Venez. Alors, certains ont déjà fait des déambulations avec le service culturel, souvent des adultes.
Mais c'est généralement les collègues adultes qui lisent. Là, c'est quand même assez valorisant que ce soit des collégiens qui lisent. Alors, j'invite vraiment ceux qui ont Pointe-Noire, non Pointe-Noire, rendez-vous devant le collège Michelet, 14h30. C'est le départ de cette déambulation. Et nous arriverons donc au niveau de la maison natale. Venez participer à cette inauguration de plaques. Et ensuite, les festivités se poursuivront au pavillon de la ville. Donc 16h45, c'est le deuxième rendez-vous. C'est ça. Voilà. En tout cas, belle journée à vous et bonne continuation. Merci beaucoup. On va faire notre première pause publicitaire. On reviendra tout à l'heure avec Caroline Labise, artiste photographe. Elle nous parlera de son exposition Mater Happy. À tout à l'heure. Nous voilà de retour sur le plateau pour notre deuxième invitée qui est donc Caroline Labise. On parlera avec elle tout à l'heure de l'exposition actuelle Mater Happy qui a lieu donc au restaurant Enoké à Jarry. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. On va revenir vers vous tout à l'heure. On continue l'actualité et justement il est question de distribution de tablettes numériques pour les jeunes de Sainte-Rose. Donc, dans le cadre de l'opération Digital pour tous, une opération a été organisée en réponse à l'appel du projet Plan contre la pauvreté, lancé et cofinancé par l'État. C'était l'occasion pour le président de la CNBT de rencontrer les élèves du primaire et du collège afin de leur remettre des tablettes et des ordinateurs portables essentiels pour accéder au numérique. On voit un reportage de Vianney Valverde. La convention qui a été signée avec la ville de Sainte-Rose, c'est pour permettre aux enfants de Sainte-Rose de pouvoir bénéficier de tablettes et d'ordinateurs. Notre volonté, c'est que, quel que soit l'enfant, ses origines sociales, qu'il puisse pouvoir bénéficier du numérique. On connaît quelle est l'importance qu'aujourd'hui de l'apport dans l'apprentissage d'un enfant, d'une tablette ou d'un ordinateur. Donc c'est pour cela que nous avons fait cette sélection pour permettre des enfants plus défavorisés de bénéficier de tablettes et d'ordinateurs, mais aussi nous avons récompensé les enfants les plus méritants, c'est-à-dire dans des écoles qui réussissent, qui ont un parcours exemplaire. Donc là aussi, c'était cette démarche. Donc c'est une très grande satisfaction pour moi. Je sais que ces enfants pourront faire bon usage et qui permettront à ce que leur apprentissage soit beaucoup plus facile et qu'eux aussi apportent leur contribution demain au devenir du pays. Effectivement, je suis marraine de cet événement, donc j'ai été contactée à mon retour de la nationale et je n'ai pas dit non car moi, je suis moi-même étudiante, donc c'est avec honneur que je suis là aujourd'hui. Cette distribution de tablettes est issue d'un programme global qui est le PRE, le programme de réussite éducative, issu lui-même du plan de cohésion sociale, issu de la politique de la ville. Donc en fait, c'est tout un bloc social sur lequel nous travaillons aujourd'hui à Sainte-Rose et qui nous permet de prendre en compte les difficultés des familles aujourd'hui sainte-rosiennes, notamment celles qui sont dans les territoires prioritaires, donc particulièrement la Boucan, également le Bourg et puis Viard, Sainte-Marie, etc. Donc en fait, tous ces enfants que nous avons repérés au regard de leurs difficultés sociales, pas scolaires, parce que ici vous aviez des enfants qui sont brillants en classe. Nous les suivons et puis surtout nous mettons en place des dispositifs pour les aider financièrement, matériellement, scolairement, puisqu'il y a aussi des cours, bref, un accompagnement global qui permet à ces enfants de monter en niveau et surtout de leur donner une chance égale, puisque c'est bien ça le programme d'égalité des chances, c'est de permettre à chaque enfant, dans chaque école, d'avoir les mêmes chances, chacun, pour réussir. Voilà, et de nouvelles opérations sont à venir justement pour permettre à ces enfants de profiter et d'avoir des opportunités en matière de numérique. On va parler maintenant avec Caroline Labise de photographie et notamment de son exposition donc, qui est Mater Happy, qui se déroule au restaurant Enoké. C'est ça. Sur Jarry. Donc, bienvenue sur ce plateau. Votre travail est empreint d'émotion. Vous cherchez à capturer une beauté authentique justement à travers différents thèmes. Et donc, la thématique, c'est Mater Happy. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer cette appellation ? Alors, rapidement, en fait, j'ai fait un petit jeu de mots entre un mot français et un mot anglais. Mater Happy en 2 mots. Puisque j'essaye d'avoir un regard positif sur toutes les scènes de vie du quotidien qui nous entourent. En même temps, pour moi, et j'espère pour les spectateurs, on va dire, c'est une thérapie en un seul mot, puisque ça permet de voyager dans du positif et de se soigner si on a des
des blessures ou des fois des émotions plus difficiles. Et au moins, sur le moment où on va regarder cette photo, j'espère que c'est des moments, quand on regarde de l'art en général, en fait, on peut s'échapper, s'évader des fois d'une réalité plus difficile. Et c'est pour ça qu'au maximum, dans mes clichés, j'essaye de valoriser vraiment le positif, les belles scènes, dans des scènes très simples. Hein. Les beautés sont souvent là où c'est le plus simple, en fait. Je ne vais pas chercher compliqué, c'est beau comme ça, naturellement. Et la Guadeloupe, c'est son avantage. Qu'est-ce qui vous a inspiré, donc, justement, pour cette exposition, spécifiquement, cette série de photographies? Alors là, du coup, c'est donc au restaurant Enokoé, comme vous l'avez dit. Et là, je me suis centrée sur la Guadeloupe. Donc, il y a quelques nouveaux clichés mêlés à des anciens que j'ai fait quasiment à mes tout débuts quand je me suis lancée en photographie. C'est assez récent, ça fait même pas 4 ans, je crois, que je fais de la photo, véritablement. Et au final, en fait, j'ai vu que la Guadeloupe, c'est un terrain de jeu assez facile au niveau visuel. C'est beau, il y a des beautés naturelles, il y a des traditions avec des scènes de vie très authentiques. Il y a des émotions. Je suis vraiment en recherche de ça, de l'émotion de l'instant et sur de l'humain, en fait. Donc, ça peut être juste derrière chez moi avec les chants de canne, avec les bœufs. Ça peut être les musiciens, beaucoup. Là, il y a beaucoup aussi d'émotions. Ça peut être à la piétonne. Ça peut être simplement une nature, un paysage. Voilà. Mais c'est vraiment ce qui nous entoure. Là, je l'ai centré sur la Guadeloupe puisque le restaurant m'a proposé, Enokoé m'a proposé une expo. Et du coup, là, c'était un voyage centré sur la Guadeloupe, quoi. Comment est-ce que vous décririez votre approche artistique, photographique? Alors, mon approche, je me cherche encore artistiquement, pardon. En tout cas, ce que je souhaite, c'est... c'est pas faire plaisir, ce serait prétentieux, mais provoquer une émotion positive chez la personne qui va bien vouloir regarder mes clichés. À la limite, si elle est négative, c'est déjà pas mal, parce qu'au moins, j'ai créé une émotion. Mais l'idée de se dire, ah ouais, c'est beau, et en fait, ah ouais, mais en fait, c'est ce qu'on a autour de nous. Les gens ne regardent plus forcément ce qui nous entoure, on ne prend pas forcément le temps, ou on oublie, ça fait partie de notre quotidien. Et je sais que j'ai cette capacité, et j'essaye de l'entretenir, à m'émerveiller quotidiennement devant des scènes de vie qui, des fois, sont répétitives. Un simple coucher de soleil. Mais en fait, moi, je trouve que c'est merveilleux à chaque fois, quoi. Donc, l'approche artistique, c'est ça, c'est être dans j'aime à dire, le beau, le bien, le bon. Et voilà, on en sort un cliché, on a capté cet instant, on va l'immortaliser. Ça participe au patrimoine parce qu'il y a quand même des clichés qui sont dans l'idée. Pour moi, c'est représentatif du regard que moi j'ai sur la Guadeloupe. Alors, ce n'est que mon regard, je ne suis pas guadeloupéenne, mais c'est la culture que j'ai choisi de valoriser dans mes clichés, en fait. Pourquoi vous avez choisi de traiter les photos en noir et blanc avec parfois une pointe de couleur vive? En fait, je ne suis pas photographe au départ. C'est venu à moi en mode thérapie, en un seul mot, personnel. Ça me soigne, voilà, de mes petites blessures. Je pense qu'on en a tous. Et au final, je me cherchais aussi dans une identité artistique parce que j'ai toujours été amatrice d'art en général, avec les plasticiens, la musique, les peintres, etc. Et ce que j'aime avant tout dans un artiste, c'est quand il a un caractère. On peut savoir, en regardant une œuvre, on sait que ça, c'est un tel. Ils ont une empreinte, en fait. Et ça m'a parlé parce qu'en fait, c'est un espèce de mix, si je peux dire ça, entre une pure photographie et de l'art visuel. À savoir quand même la petite anecdote, parce qu'on me le demande souvent, je fais une photo couleur au départ avec mon appareil photo, ou mon téléphone d'ailleurs, c'est l'appareil que j'ai sous les mains en fait, ce qui compte c'est vraiment l'œil. Et après, je gomme en fait les couleurs. Donc la couleur qui reste, c'est la couleur originelle de l'élément en fait. Je ne modifie pas la couleur. Vous avez justement dédié une série de portraits aux musiciens. Comment vous capturez justement la personnalité de chacun ou son engagement, parce que c'est quelque chose qu'on ressent souvent sur ces photos en particulier? Déjà, j'ai la chance de travailler pour beaucoup de musiciens ici parce qu'au départ, je suis une grande amatrice de musique et au final, je me retrouve à les côtoyer et travailler pour eux. Alors que moi, c'est des gens que j'allais voir en spectatrice, en fait. Et à force, il y a quand même un minimum d'affinité qui se crée parce que c'est des gens vraiment accessibles, très simples. Et je commence à les connaître. Il y a une petite complicité sur scène et l'idée, c'est de trouver leur regard. Quand je sais qu'à un moment donné, selon certaines chansons, ils vont partir, ou je sais qu'ils vont donner, ou je sais qu'ils vont vibrer, ils vont faire vibrer le public. Ça demande du temps parce que sur des shootings comme ça, des prestations comme ça en live, il y a beaucoup de ratés parce qu'il y a du mouvement, il y a du flou, je ne suis pas toujours au bon endroit au bon moment. On dit toujours que je suis une vraie petite chouette parce que je cours partout, parce que je veux trouver des angles, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un devant moi, voilà.
Mais c'est une passion, ça. C'est une de mes spécialités, c'est les musiciens. J'aime vraiment. Donc justement, trouver le bon angle de vue, est-ce que ça fait partie des défis que vous avez à surmonter en tant que photographe ou il y en a d'autres? Je pense que l'angle est important parce que ça donne aussi une perspective et un caractère, une photo. Mon travail de retouche derrière, ça lui donne aussi une identité. Et après, l'idée, c'est d'être là au bon moment, à capter une émotion. Maintenant, j'arrive à mixer aussi mon travail, parce que j'ai progressé, j'espère. C'est-à-dire que capter l'instant est hyper important. Et en même temps, derrière, le travail de post-production où on retouche la photo, c'est fondamental aussi, parce que là, on va vraiment donner une empreinte, en fait. L'idée, c'est de le sublimer, sans tomber dans... En tout cas, moi, je ne tombe pas dans les excès pour faire des peaux parfaites au lycée. Non, je veux que la personne reste... oui, on va la sublimer. Mon idée, c'est de valoriser la personne. Mais je veux qu'elle reste elle-même, en fait. Donc, c'est dans le vrai qu'on est le plus beau. Donc, j'aime travailler avec les gens vrais, en fait. Et justement, votre approche, comment elle a évolué dans le temps? Ça fait combien de temps que vous êtes en Guadeloupe? C'est ma 8e année ou 9e année. Ouais. D'accord. Comment elle a évolué, en fait, cette approche, ce regard ou ces prises de vue? Je crois qu'elle évolue parce que petit à petit, c'est vraiment petit à petit, je prends quand même confiance en moi. Il faut savoir que les 2 premières années, j'ai simplement travaillé avec mon téléphone. Hein. Je ne suis pas photographe, je ne suis pas technique. Techniquement, je ne connais pas grand-chose, même si je suis autodidacte, je me forme avec beaucoup les tutos sur Internet. J'ai pas mal d'amis dans le monde du visuel, photographes ou vidéastes, etc., et qui m'aident. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partages. Et après, oui, c'est ça, avec la confiance, et puis on voit son travail évoluer parce qu'on veut aller plus loin. Moi, je peux être satisfaite, mais globalement, je veux aller plus loin. Je cherche le petit détail, quoi. J'aime à dire aussi que j'aime faire des photos avec l'effet waouh. C'est ça, l'effet waouh, en fait. Waouh! Je me dis, quand on l'a, le photographe, quand il a vraiment pris ce moment-là, c'est assez vibrant, quoi. Et justement, est-ce qu'il y a des artistes ou bien des mouvements artistiques qui vous influencent justement dans votre façon de travailler? Il y a un artiste... j'aime les derniers que j'ai fait là, j'étais avec... tout dernièrement, non, mais à ceux auxquels je pense, c'est Jean-Michel Rotin et Dominique Coco, quand ils sont passés à la Casart. C'est deux phénomènes, quoi. Et ils ont ce que j'appelle vulgairement, mais c'est pas vulgaire, c'est une gueule, en fait. Au niveau photographique, c'est ce qu'on dit, ils ont une gueule. Ils ont beaucoup d'expressions. Dominique, il est hyper généreux, et voilà. Et Jean-Michel, il a toute une gestuelle qui est avec... Souvent, il a un chapeau, il a un accessoire, et du coup, ça donne encore plus de profondeur. Il y a quelque chose, on dit voilà, il y a quelque chose. C'est pas des photos, en tout cas j'espère, c'est pas des photos plates. Et puis il y a une certaine complicité, j'ai déjà fait plusieurs fois avec eux, donc c'est vraiment intéressant, quoi. C'est vraiment intéressant. Très bien. Est-ce que du coup, alors là, c'est l'exposition, elle a lieu jusqu'à quand? Alors sur ma terre, à Pied en Guadeloupe, au restaurant Enokoé, c'est jusqu'à ce vendredi-là. D'accord. Voilà, donc vous avez encore le temps d'y aller midi et là, soir. Maintenant. En prime, vous serez servi par une équipe au top. Tout est fait maison, c'est vraiment chouette. Ça s'est fait spontanément, cette expo. C'est les patrons qui m'ont proposé ça et ça s'y prêtait. Vendredi, jusqu'à vendredi soir, elle est visible. Lundi matin, je vais décrocher et j'en raccroche une autre pour au moins une quinzaine. Et là, ça sera ma thérapie à Cuba. À Cuba, vraiment. À Cuba, d'accord. Voilà. Donc ça sera un autre voyage avec globalement le même principe, parce que je vais essayer de me centrer sur ce qu'on appelle la désaturation partielle, ce que vous disiez tout à l'heure, le noir et blanc avec une couleur. Et dans l'idéal, si j'ai le temps de la préparer, d'ici une quinzaine de jours ou 3 semaines, j'aimerais après faire, Enokoé me l'a proposé, ma thérapie au Sénégal, puisque là je reviens du Sénégal. Et j'ose espérer qu'il y a des beaux clichés, mais bon, j'ai fait 4500 photos, il faut que je fasse une petite sélection. Oui, en effet. Non, parce que la Guadeloupe est belle, mais le Sénégal aussi, en fait, c'est... Quand on s'intéresse aux gens, c'est vite beau, quoi. Comment cette diversité de cultures, de paysages, j'imagine que ça influence aussi votre façon de travailler et de prendre des photos. Complètement. On ne va pas demander quel est le plus beau pays, mais comment ça impacte en fait votre travail ici en Guadeloupe et d'après aller au Sénégal? Est-ce que du coup on a un regard qui va être différent ou on va avoir une approche différente? Alors, je ne sais pas si c'est le fait de vivre ici, mais le fait d'habiter ici maintenant depuis 8 ans, c'est vrai que ça m'ouvre l'esprit, parce que, encore une fois, ce n'est pas ma culture, mais j'essaye de me l'approprier dans le sens où je veux la connaître. Mais je la découvre chaque jour.
Et j'ai toujours été... Enfin, je suis une passionnée du voyage. Mes parents m'ont éduquée dans ça. Mais le voyage en tant que rencontre avec l'autre. C'est pas histoire d'être sur un bateau et de poser le pied là et là. Non, j'aime rencontrer l'humain. Là, je reviens du Sénégal. J'ai voyagé avec une toute petite valise cabine. Et chaque soir, je change. Globalement, je dors chez les habitants. Et j'aime voir comment les gens vivent, comment les gens éduquent, comment les gens dansent, comment les gens chantent. Voilà. Et on trouve des similitudes de toute façon, a fortiori là, entre le Sénégal et la Guadeloupe, puisque je suis allée sur l'île de Gorée. Donc, il y a un passif triste, mais réel, commun. Et du coup, j'ai pu parler avec les Sénégalais justement de cette histoire-là, quand je suis allée dans la maison des esclaves. Et c'était chouette d'ailleurs, il y avait des Sénégalais qui avaient leur petit collier avec la carte de la Guadeloupe. Finalement, quand on s'intéresse aux gens, on trouve des connexions. On est des humains avant tout, hein, quelles que soient les frontières. Moi, je me considère un peu citoyenne du monde. Je ne suis pas guadeloupéenne. Oui, je suis française. Administrativement, je suis française. Sur mon papier, je suis française. Mais dans mon état d'esprit, moi, je veux rencontrer toutes les couleurs, toutes les origines. Et c'est l'autre qui m'attire. C'est vraiment l'autre qui m'attire. Donc, on aura la chance de voir sûrement ces photos du Sénégal ici. Oui, alors, autant je ne suis pas sûre pour Onekoé si j'aurai le temps, mais si je vais avoir le temps, pardon. Mais je prévois, j'espère, une grande expo à la hauteur du Sénégal en lien avec la Guadeloupe dans quelques mois, parce que c'est un budget et puis c'est beaucoup de préparation. Mais ouais, j'aimerais faire vraiment une belle expo là. Une expo avec toutes vos œuvres, c'est prévu du coup. En tout cas, ça serait mon souhait. Il faut que je trouve les financements, mais je suis bien entourée. Je suis vraiment bien entourée. On a beau dire que ça se tire un peu dans les pattes parfois dans le milieu artistique, comme dans la société en général. Mais moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'ai été accompagnée, quoi. Les musiciens m'ont aidée, les amis artistes m'ont aidée, mes parents m'ont soutenue. Ça s'est fait naturellement, quoi. Il y a des petits up and down, hein, on n'est pas toujours en confiance, c'est un métier hyper instable, mais c'est tellement passionnant que c'est vite rattrapé par l'enthousiasme, en fait. D'accord. Un dernier mot, message par rapport à tout ça, votre exposition, votre vision, l'impact de l'art en général, on va dire en Guadeloupe, dans le monde. L'impact de l'art, mais en Guadeloupe et du coup, oui, plus généralement dans le monde, je pense que c'est fondamental, dans le sens que ça apporte un peu d'apaisement, un peu de beau. Ouais, de l'apaisement, je pense qu'on a tous besoin, parce que si on s'ancre un peu dans l'actualité, c'est un peu plus... on va pas dire défaitiste, mais inquiétant, on va dire au moins inquiétant. Et personnellement, quand je vais voir une expo ou quand je vais à un concert, au moins dans cet espace-temps, on est bien. Et je ressens toujours un peu de convivialité, de fraternité. Donc oui, allez voir mes photos, mais allez voir de l'art en général, ça fait du bien. Il y a beaucoup d'artistes qui travaillent pour la valorisation de la Guadeloupe. Et là, dernièrement, j'ai candidaté pour les créations hybrides. On a la réponse, je crois, mercredi. Donc voilà. On croise les doigts. Et l'idée, c'est de faire une résidence d'artistes sur la valorisation de la Guadeloupe avec les sentiments de liberté, de tolérance. Et je pense qu'il va y avoir des belles créations à la fin, quoi. Donc j'espère en être. L'idée, c'est toujours de valoriser le patrimoine, en fait. Encore une fois, ce n'est pas le mien. Mais ça m'inspire en tout cas. Et la Guadeloupe me le rend bien, donc pourvu que ça dure. Bon, en tout cas, belle continuation à vous. Et puis une exposition donc jusqu'à vendredi et la suite à venir. En tout cas, de belles perspectives. Exactement. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation. Avec plaisir. On va faire notre deuxième pause publicitaire. On va revenir tout à l'heure avec Barbara Montpierre. On va parler de se déconnecter pour gagner en confiance. À tout à l'heure. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau du ZCL et on va pouvoir continuer avec la chronique de Barbara Montpierre, donc à la rencontre de soi. Elle va nous parler aujourd'hui de comment se déconnecter pour gagner en confiance. On voit Barbara en vidéo.
Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris le temps de cultiver votre bien-être et de continuer à aller à votre rencontre. Aujourd'hui, après avoir vu le nettoyage émotionnel, avoir vu le nettoyage dans les relations que nous pouvons avoir qui sont énergivores, et ensuite le nettoyage dans notre organisation, que ce soit au travail ou notre quotidien, il est important, et nous l'avions dit, de prendre un temps de déconnexion. Se déconnecter pour gagner en confiance. C'est le sujet que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Le besoin de déconnexion. Vous l'aurez vu, je parle de besoin. Et oui, il va se faire sentir, ressentir, puisqu'on parlera à la fois aussi des sens et des émotions, de façon consciente ou inconsciente. Ce besoin de couper, qui nous emmène aussi sur la nécessité de lâcher prise. On a dit que la déconnexion, il s'agira de se couper d'une situation, d'arrêter, de l'enlever de sa tête par différents moyens que nous verrons ensemble tout à l'heure, et puis de lâcher prise qui sera important pour nous aider à nous libérer de ce besoin, ce désir de contrôle. Maintenant que nous avons donné du sens, quels sont les bénéfices? Premier bénéfice de la déconnexion, eh bien, venir vider la charge mentale, la charge émotionnelle, puisque nous avons tous un corps digestif émotionnel. Et bien sûr, si nous avons déjà l'habitude d'écouter, c'est déjà très positif. Mais si nous n'avons pas l'habitude d'écouter nos émotions, ce sera aussi l'occasion, à travers cette déconnexion, d'accueillir nos émotions, de pouvoir voir quel sens elles nous apportent, qu'est-ce qu'elles nous disent sur nous ou une situation que nous avons vécue. Autre bénéfice, une fois qu'on a déchargé du moins cette charge mentale, eh bien ce sera tout simplement de se reposer. Il est bon de prendre du temps pour soi, reposer le corps, l'esprit, l'âme et le corps, de façon à pouvoir recharger les batteries. Autre bienfait de cette fameuse déconnexion, eh bien gagner en confiance, gagner en sérénité, ce qui nous emmènera sur le lâcher-prise. Les bénéfices, eh bien, arriver à accepter ce que je ne peux pas contrôler, arriver à accepter que je sois limité, peut-être moi, dans une action, mais rien n'empêchera à travers cela, dans une démarche d'acceptation, de faire appel à d'autres ressources ou d'autres personnes qui pourront m'aider. Arriver aussi, du coup, à davantage me considérer, m'écouter et m'aimer. Tant de bénéfices qui feront que je serai dans une dimension, dans une situation de bien-être pour avancer vers un meilleur avenir. Une fois que nous avons dit tout cela, tous les bénéfices que procure à la fois la déconnexion et puis encore une autre dimension, le lâcher-prise, eh bien, comment y arriver? Tout simplement, la première phase sera d'arriver à prendre ce temps de silence pour pouvoir s'écouter, prendre un temps d'introspection. Ce n'est pas souvent facile puisqu'on parlera de déconstruction, déconstruction des schémas qu'on a l'habitude certaines fois de répéter. Prendre ce temps justement à travers cette pause pour me recentrer sur moi et faire une introspection. Accueillir, écouter mes émotions et le message qu'elles m'emmènent. Une fois que j'ai fait tout cela, accepter aussi l'idée, donc cette démarche d'acceptation, l'idée est bien que je ne puisse pas nécessairement tout contrôler, me détacher de ce désir de contrôle, en lâchant prise aussi dans mon corps, en faisant des exercices de respiration, n'est-ce pas? Vous savez combien je tiens à cet exercice et que je le vous propose tout le temps. Une fois que nous avons fait ça, eh bien, arriver ensuite à pouvoir se dire, cette fois-ci, je vais y arriver. Faire de l'affirmation, affirmer des choses positives, tout en acceptant de lâcher émotionnellement ce que je ne contrôle pas et en listant les différentes ressources que je peux avoir de façon à y arriver, qu'elles viennent de moi-même, puisqu'en lâchant prise, je vais gagner en confiance. Je vais pouvoir faire appel à mes ressources, aux choses que j'ai réussi à entreprendre seule et finalement que je pourrais reprendre. Et puis aussi noter les ressources dont je peux faire appel, à savoir évidemment des ressources externes, des personnes, des objets, tout un ensemble de choses qui pourront m'aider, m'accompagner à avancer plus sereinement et gagner en confiance en moi et confiance en mes capacités. Avec toutes ces choses, je devrais être beaucoup plus à l'aise pour passer à la prochaine phase que je vous propose, le sujet à savoir le nettoyage, faire place nette dans sa maison. Et je serai accompagnée de Da Organisation sur le plateau pour pouvoir vous parler de toutes ces choses et elle se présentera. En vous remerciant, prenez soin de vous et croyez en vous. Vous êtes lumière, dépassez-vous. Voilà, donc c'était la chronique de Barbara Montpierre à la rencontre de soi et avec tous ses conseils pour se déconnecter et gagner en confiance. Voilà, pour aujourd'hui, donc notre émission était un peu courte, mais on va pouvoir faire un petit focus aujourd'hui donc sur, si on peut la voir à l'écran,
Simon Jurade, donc qui est guitariste, donc voilà, merci. Auteur-compositeur martiniquais. Il abandonne très tôt ses études pour se consacrer à sa passion. Donc en 1968, il fait ses débuts sur scène avec les groupes Les Compagnons du Rythme et les New Plays. En 1971, il intègre la formation La Perfecta. Durant ses 8 années passées au sein de ce groupe, il va acquérir de l'assurance. Il deviendra un guitariste très sollicité et un pilier de la Perfecta. En 1978, il crée notamment Opération 78. En 1986, Simon Jurade est récompensé de 2 prix, les Maracas d'or et la médaille d'argent de la SACEM. Il devient l'un des premiers Antillais à être nommé sociétaire définitif de la SACEM. On va avoir un extrait musical. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, attention. Le combat du siècle à Fort-de-France. Adam Grand Hitler, King Kong contre Coquelin. Mi bacchanal, king au pays. Mi bacchanal, con déchaîné. Mi bacchanal, en vrai scandale. Mi bacchanal, fouille dans la ville. Aujourd'hui, on a un Parole à Pays là. Je pense aussi qu'on va voir à l'écran forme crabe. Mes amis mis en forme crabe. D'accord. Qu'est-ce que cette femme peut être timide? D'accord. Donc, à l'aise pour parler créole, extrait de l'ouvrage donc de Marie-Noëlle Recoq et Moïse Benjamin. C'était Parole à Paysan pour aujourd'hui. Donc, nous allons conclure notre émission aujourd'hui. On a reçu Wilhelm Saha, donc directrice des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation, du tourisme de la ville de Pointe-à-Pitre, qui vous convie à une manifestation qui a lieu aujourd'hui donc sur la ville de Pointe-à-Pitre. On a rendez-vous à 14h. Près du collège Michelet et sinon à 16h45 près du pavillon de la ville de Pointe-à-Pitre pour différentes manifestations, déambulations et mises en lecture autour de l'écrivaine donc Maryse Condé. Avec Caroline Labise, on a parlé de cette exposition qui a lieu donc Mater Happy au restaurant Enoko est donc sur Jarry, donc qui est jusqu'à ce vendredi. Vous pouvez aller voir cette exposition avec Barbara Montpierre. On a parlé de se déconnecter pour gagner en confiance. Voilà pour les invités du jour. Au niveau de l'actualité, on a fait un petit point sur la visite donc du ministre des Transports qui a pu rencontrer les compagnies aériennes et faire justement des échanges sur comment améliorer les prix des transports, l'aéroport, les dessertes inter-îles et mieux accompagner à la continuité territoriale. Avec, on a vu aussi la levée de l'interdiction d'exercer de maître Charles Nicolas, donc qui peut désormais reprendre son activité d'avocat.
Et on a évoqué cette distribution de tablettes numériques pour les jeunes de Sainte-Rose, donc avec la CANBT dans le cadre de l'opération Le Digital pour tous, voilà, en faveur de l'apprentissage de nos jeunes. Voilà pour l'actualité, donc une émission un peu courte, mais on se retrouve demain. Je vous souhaite un bon appétit et prenez soin de vous. À demain. Pétillante, dynamique, élégante, naturelle, chic, décontractée, glamour. Se sentir belle comme on aime, avec un grand M comme Malibu. Retrouvez-nous vite dans nos boutiques de Jarry, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre et sur nos pages Instagram et Facebook. Quand tu regardes dans le film, c'est... Hein? It's always move to the left, move to the right. And it's some music, it's music, but it's keeping...